Je suis l'inconnu masqué, il faut maintenant que je me révèle. D'abord, je veux remercier les organisateurs parce que c'est très intéressant de passer, en ce qui me concerne, seulement une demi-journée, excusez-moi, dans un carrefour, un croisement, un segment de compétences de très haut niveau venus d'horizons si différents et qui aujourd'hui montrent l'étroite nécessité de se compléter et je dirais de travailler à l'érection, la construction de quelque chose qui n'existait pas, bien que chacune des parties existât auparavant. Quand je regarde les cheveux argentés dans cette salle, j'éprouve le besoin de me présenter. Je vais donc le faire très rapidement. Je suis un ancien journaliste, personne n'étant parfait, je me suis amélioré. J'ai dirigé des médias en France, des chaînes de télévision comme numéro 2 puis comme numéro 1, France 2, France 3. J'étais en son temps, quand c'était public, vice-président de TF1 et j'ai terminé ma carrière dans l'univers bruyant et pas toujours basé sur des fondamentaux des médias par la présidence de Radio France qui, pour le coup, est un groupe culturel en Europe tout à fait unique. C'est 5500 personnes, 7 réseaux de radio. J'ai créé d'ailleurs le réseau France Bleu pour être beaucoup plus proche de ceux qui écoutent la radio. Et j'ai créé aussi en France une chaîne de télévision que vous avez sans doute souvent sous les yeux, les jours de cafard en tout cas, qui s'appelle France 5, dont j'étais le président fondateur. Et au bout d'un certain temps, j'ai trouvé que, et c'est d'ailleurs, je trouvais des échos dans les 2 tables rondes d'aujourd'hui de mon propre comportement, étrangement d'ailleurs, j'ai pensé que reporter, dire, montrer, et donc diriger des entreprises capables de faire ce travail à destination de tout le monde, c'était très bien, mais que ça n'avancerait pas plus si on n'allait pas retrousser ses manches, mouiller sa chemise pour contribuer, donner sa petite part à, je dirais, l'organisation de cette partie de la société qui est aujourd'hui ce qui vous préoccupe, ce qui détermine une partie de notre avenir. Et j'ai donc gagné le Parlement européen. J'ai été élu pour 3 mandats. Mon premier mandat était de présider la commission des libertés civiles et affaires juridiques, qui est une commission très importante, puisqu'au fond, c'est elle qui a la veille et le soin de garder et d'améliorer, quand c'est nécessaire, la Charte des droits fondamentaux, à l'abri de laquelle, Dieu merci, nous vivons. Et puis ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur les questions culturelles, qui n'étaient pas trop difficiles, puisque c'est un domaine que je connaissais naturellement bien. Et enfin, pour terminer, j'ai pris la vice-présidence de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, toujours. Et c'est là, dans le dernier mandat, que se sont élaborés 4 ou 5 textes, à mes yeux, vraiment très utiles et très importants. Le premier, bien que je le considère comme relativement vétuste, mais vous savez, Tocqueville aussi est vétuste, et le droit justinien l'est également. Cependant, ces principes sont toujours modernes. Et le premier, c'est le RGPD, dont vous avez beaucoup parlé cet après-midi, et qu'il convient de moderniser. C'est une des choses que nous nous fixons d'ailleurs dans l'Institut, dont je vous dirai un mot en conclusion. Le deuxième texte a été d'attaquer frontalement une injustice terrible, qui est le partage de la richesse venue de nos propres activités, c'est-à-dire obliger les GAFAM à être davantage régulés pour le partage de la richesse qu'ils accaparent du fait de notre propre comportement, nous les consommateurs, mais cette richesse n'est pas partagée avec ceux dont ils se nourrissent. Pour faire comprendre ce que je veux dire, je vais utiliser 2 métaphores, 2 images. Entre les 2 guerres mondiales du XXe siècle, on a découvert que l'avenir était aux pays pétroliers, ceux qui avaient du pétrole dans le sol. Question subsidiaire, qui donc s'est enrichi? Les pays pétroliers ou ceux qui ont exploité ces pays, extraire le pétrole, le transformer, le transporter et le distribuer? Naturellement, la réponse, vous la connaissez, c'est pas les premiers, c'est les deuxièmes. Le numérique pose à la société capitalistique et aux organisations d'entreprise le même problème. Je pourrais prendre un deuxième exemple, c'est que le numérique se nourrit largement de contenus qu'il ne fabrique absolument pas. Dans le meilleur des cas, il les paye un peu. Je parle des GAFAM, je
Je parle pas de l'outil, je parle des entreprises capitalistiques qui exploitent le numérique. Dans le meilleur des cas, ils les payent un peu. Dans la plupart des cas, ils les prennent, les pillent, les volent. Si vous descendez dans la rue et que vous allez voler une orange au magasin, vous allez au commissariat. Et je voudrais vous faire observer par cette méchante observation, cette méchante description, que nous vivons sous l'emprise d'entreprises totalement hors la loi, outlaw, comme on disait dans les bandes dessinées de mon enfance, et qui, d'autre part, rechignent beaucoup à partager la richesse qu'ils ne partagent pas vraiment pour l'instant. Quelques-uns d'entre vous ont fait tout à l'heure des descriptions très intéressantes sur la valeur capitalistique des entreprises françaises, et notamment de la plus intéressante d'entre elles sur ce sujet, c'est-à-dire Dassault Systèmes, 2% de la première, de la plus importante américaine. Je pourrais prendre un autre exemple. Si vous voyez la valeur capitalistique des 4 principaux opérateurs de télécommunications en Europe, c'est-à-dire Deutsche Telekom, Orange en France, Telefonica en Italie et Telefonica en Espagne, puisque c'est le principal opérateur aussi, eh bien, l'ensemble de cette valeur capitalistique ne pèse pas 10% de la première des compagnies américaines du numérique. Et en disant ceci, d'ailleurs, je vous glisse dans l'oreille de ne jamais oublier que la France, par exemple, et l'Europe en tout cas, c'est un continent et un pays qui ont des ingénieurs mathématiciens de première ampleur. Bizarrement, la France, qui est un pays romantique, c'est quand même un des 3 pays qui ont le plus grand nombre de prix Nobel de mathématiques, qui, comme vous le savez, n'existent pas, s'appellent médailles Fields, à travers le monde. Pourquoi donc ces gens n'ont pas pu se développer en France et créer les industries que l'on voit fleurir notamment aux États-Unis et maintenant largement chez les BATX en Chine? Pour une raison simple, c'est parce que notre continent n'a pas de capitaux, n'a pas de financement. Nous ne savons pas, nous ne trouvons pas, et donc on est réduit à des mini-financements. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les sommes publiques qui sont affectées pour inciter les investisseurs privés à investir dans ces intelligences et dans ces entreprises qui sont de bonne facture, objectivement, elles ne sont pas à la traîne par rapport aux Américains, aux Californiennes, eh bien, vous verrez que la mécanique du levier public, qui en général est multiplié par 5 ou par 7 lorsqu'on fait une venture avec des capitaux publics d'incitation et des capitaux privés de fonctionnement courant, eh bien, ça ne fonctionne pas en Europe. Il n'y a pas d'argent d'investissement en Europe. En tout cas, quand je dis qu'il n'y en a pas, je veux dire qu'il y en a à une échelle extrêmement infinitésimale. Je m'étais promis de vous dire une chose. J'ai pris la métaphore du pétrole. Je vais maintenant prendre celle de l'invention de l'atome. À l'invention de l'atome, à la fin du 19e siècle, personne n'aurait pensé que les Curie avaient inventé un des instruments de mort les plus sophistiqués qui fut. Personne. Ça n'est pas leur invention qui a amené à ça. C'est l'utilisation qu'on en a faite après. Le numérique est un instrument qui conditionnera très clairement, en amont et en aval, le comportement des individus, la régulation des économies et l'organisation des sociétés, ce qui est beaucoup plus dangereux, parce que ça dépend de en quelle main ça tombe. Moi, je ne veux pas, comme Européen, je ne veux pas l'armée rouge numérique que nous voyons en activité en Chine, mais je ne veux pas non plus l'armée verte de Wall Street, d'origine californienne, que nous voyons actuellement, je pèse mes mots, piller le marché européen, faire les poches, sans partager ses ressources et en s'extrayant de toute forme de loi ou de régulation. Et c'est pourquoi, m'étant présenté et ayant présenté le tableau, je voudrais vous dire un mot de ce que je crois vraiment très important. Si je juge par un petit coup d'œil, vous êtes d'une génération qui va entrer dans le travail ou qui est entrée relativement récemment dans le travail. En réalité, dans cette affaire, ce qui est très, très important, c'est que vous ne quittiez pas, c'est que nous ne quittions pas d'un pouce l'idée que pour magnifique, décisif que sera pour nos vies, et encore une fois, aussi bien pour la santé que la grande distribution, que l'économie et que pour l'organisation des sociétés, le numérique, il ne doit jamais quitter la sphère de là où il est, soit sur une table, soit dans votre poche, jamais dans votre cerveau. C'est un outil. Ça doit rester un outil. Et si nos pratiques à nous, qui se sont laissés séduire au point de tomber dans une prosternation du numérique, non seulement nous les individus,
mais les collectivités, les États eux-mêmes. Les États n'ont rien fait pour réguler l'industrie du numérique qui a besoin d'être régulée. Je ne veux pas dire ni interdite ni contrainte. Je veux dire ne pas échapper aux lois qui conditionnent votre vie et la mienne. C'est une prosternation inexpliquée de plus de 20 ans. Il est maintenant temps de se mobiliser pour y mettre un terme. Tout à l'heure, notre ami Laurent, le professeur Vidal, disait qu'il faut que ce soit à la fois montant et descendant. C'est tout à fait vrai, à condition que le montant existe et que le descendant soit dans la génération d'après prosternation. Le montant, c'est assez simple à décrire. Il faut que vous soyez, mesdames, messieurs, des militants d'un numérique humain, human rights. Il n'y a rien à placer au-dessus des droits humains. Les sociétés ont été organisées par leurs coutumes, par leur transhumance, mais aussi par leur, je dirais, leur façon de s'accorder et de consigner dans ce qu'on appelle le droit les règles dans lesquelles on ne peut pas ne pas vivre, les règles dont on ne peut pas s'extraire si nous voulons qu'une société soit équilibrée. Si le numérique n'est pas régulé, il attaquera tous les domaines. Il est déjà dedans. Il est déjà dedans. Il attaquera tous les domaines de la vie active. Quand je dis attaquer, c'est-à-dire s'insérer, pour du bien ou pour du mal, ça dépend. Ce que nous en ferons, ce que nous laisserons faire, ou ce que nous ne pourrons peut-être pas empêcher de faire, c'est à nous, à notre force, qu'il sera fait appel. Et ce numérique-là en question, cette technologie, qui doit rester absolument un outil de l'humain, à ce jour, non seulement elle est en amont mais elle est en aval, mais elle aujourd'hui s'attaque à quelque chose que même l'atome, et pourtant on en a fait des bombes, ne pourrait pas attaquer. Le numérique est capable de s'insérer jusqu'aux portes de notre intelligence conceptuelle, jusqu'aux portes des sentiments que nous ressentons. Vous connaissez comme moi les expériences que l'on est en train de faire dans une partie du monde à capter les vibrations de nos émotions, dans un premier temps pour guider éventuellement les mouvements électriques du cœur, dans un autre domaine, dans un autre univers, dans une autre étape, pour essayer, je dirais, de mettre en cadre, mettre en schéma la variété des sentiments humains, la variété des réactions à telle ou telle forme d'émotion ou de secousse que nous subissons. Le numérique a cette particularité d'être aux portes de la génétique, de l'émotionnel, de l'ensemble du cerveau, et je ne parle même plus de la mécanique humaine, mais je veux bien que l'on parle un instant de l'organisation de la société. Dans un mouvement de colère un peu sévère, j'ai fait un petit tweet il y a 2 ou 3 jours, parce que j'ai passé ma soirée à réfléchir, en relisant une biographie d'Hitler. J'ai passé ma soirée en me demandant ce que Göring, notamment, vous voyez de qui je parle, hein, aurait fait s'ils avaient eu à leur disposition non seulement une armée, non seulement une police, non seulement une économie, non seulement des délateurs partisans qui ont fait les massacres que l'humanité n'effacera jamais de ce qu'ont fait les nazis, mais avait les outils pour savoir immédiatement qui faisait quoi. L'an dernier, je suis allé une nouvelle fois en Chine, Shanghai et Pékin. J'avais un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, comme député que j'étais encore, avec un sous-ministre. Et quand je suis arrivé, il m'a pratiquement ri au nez en me disant « Mais monsieur le député, nous avons arrêté le criminel en 7 minutes. » Et moi, qui ne connaissais pas du tout l'histoire, j'ai pensé qu'il y avait un assassinat dans le ministère des Affaires étrangères. Et il m'a expliqué que l'assassinat avait eu lieu à 1 millier de kilomètres, mais que grâce à la reconnaissance faciale, on l'avait pratiquement trouvé tout de suite. Les 7 minutes, c'est 6 minutes, 59,59 nécessaires au déplacement de la police parce que l'identification était instantanée quasiment. Si je vous dis ces choses, c'est que vous travaillez dans un domaine où la conscience, ce qu'on appelle l'éthique, pour ne pas être moraliste, la conscience va devoir guider beaucoup
de vos mouvements éventuellement de militants, parce qu'il est nécessaire que les citoyens militent, et aussi vos mouvements professionnels, parce que vous aurez à certains moments à poser des limites à ce qui vous est proposé. Beaucoup de chimistes dans la vie ont de l'acide. C'est pas pour autant qu'ils la jettent au visage de ceux qu'ils rencontrent. Beaucoup de savants atomistes ont entre les mains de quoi détruire des milliers de vies humaines. C'est pas pour autant qu'ils l'ont tous fait. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une technologie qui est au fond d'une très grande simplicité, puisque l'algorithme vient, comme vous savez, du chercheur mathématicien persan Akram Ritmi, qui était vraiment visiblement un très brave homme et qui n'aurait jamais pensé qu'on allait domestiquer une société avec ces instruments. Je vous dis ceci avec beaucoup de poids et d'insistance, non pas pour faire de la morale, mais comme le code de la route, pour signaler un danger. Mais en même temps, pour signaler aussi tous les profits et tout l'avantage que nous pouvons tirer de cette affaire. Si l'on veut aujourd'hui apprécier, je dirais photographier, la problématique que nous pose aujourd'hui le numérique, il faut d'abord considérer ça au niveau d'un continent. C'est bien ça que nous recherchons tous quand je dis que nous ne voulons pas l'armée rouge numérique ni l'armée verte du billet dollar de Wall Street. Nous recherchons une troisième voie européenne. Ça n'est pas un hasard. L'Europe, c'est le seul continent qui s'est construit en mettant en perspective devant lui sans cesse la recherche d'une certaine unité, la défense de toutes les formes de liberté dont il pensait que nous avions besoin. Ça a fait des millions et des millions de morts dans l'histoire de ce continent, puisque vous connaissez ces histoires et ces épisodes de l'histoire. Mais la question des libertés, sous quelque forme qu'elle se présente, est tout à fait essentielle pour l'évolution, je dirais, de la troisième voie européenne de l'industrie numérique sur notre continent. Et c'est ça qu'il faut chercher. J'écoutais avec beaucoup de bonheur ce que vous disiez, cher ami monsieur Philippe Cohen, tout à l'heure, à savoir que la grandeur de l'esprit humain, la nécessité de la vigilance doivent guider l'économie, doivent guider la technologie et, je dirais, le droit. Nous avons construit avec deux des personnes qui sont dans la salle et quelques autres, le professeur Laurent Vidal d'une part, et puis notre ami aussi Thomas, qui est caché quelque part avec son magnifique pantalon coloré, voilà. Ça, avec monsieur Thomas Saint-Aubin, nous avons construit ce qui s'appelle en effet l'Institut pour les droits humains numériques, IDF Rights, c'est-à-dire Digital Fundamental Rights, pour une raison simple, c'est que son mode opératoire nécessitera sans doute assez rapidement, dès qu'il sera suffisamment largement financé, de s'installer à Bruxelles, là où est le centre nodal de l'organisation des régulations européennes, donc françaises. Et nous l'avons fait dans cet esprit-là, de vouloir veiller à ce que les libertés humaines restent très au-dessus de tous les progrès du numérique ou que ces progrès du numérique soient assujettis, vassalisés, asservis à cette ambition dont nous avons besoin de façon absolument indiscutable et dont j'imagine que pas une seule personne dans cette salle penserait à l'abandonner. Il faut d'ailleurs dire à ceux qui, par exemple, dans un certain nombre d'organisations protestataires contre toute forme de surveillance du net, et qui s'érigent évidemment pour défendre ce qu'ils appellent la neutralité du net et ses libertés, il faut d'ailleurs faire remarquer une chose assez simple. Si nous perdons par encadrement numérique des libertés, c'est la liberté d'accès et de dire dans le numérique qui un jour sera perdue définitivement. On ne peut pas penser un instant que l'encadrement des sociétés ne donnera pas des idées à tous ces illibéraux que l'on voit actuellement à travers le monde et qui rêvent d'avoir les instruments, de connaître en amont, de décider, de contrôler en aval. Et le numérique est un instrument de dénonciation parfait. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure une allusion qui vous a peut-être choqué au nazisme, j'aurais pu le faire d'ailleurs, au stalinisme, c'était la même chose. Et vous voyez bien que là, nous avons besoin de nous regrouper. Au fond, on ne perd que les batailles que l'on n'engage pas. On a beaucoup tardé, nous, en Europe, à nous engager dans cette construction des libertés.
lors du développement des industries numériques. Mais si nous nous battons bien, si nous négocions bien, nous arriverons finalement à mettre autour de la table des gens qui aujourd'hui se permettent beaucoup trop de choses, en tout cas à notre esprit. Et au fond, quels doivent être les différents niveaux? Le premier, je vous l'ai dit, il est continental. Nous devons nous battre avec les instruments européens ou fournir à l'Europe les instruments pour se battre en notre nom, de façon à réguler les deux plateaux de la balance. Parlant devant des juristes, je pense que cette image-là ne déplaira à personne. Et puis, il y a un autre niveau auquel il faut se placer. C'est celui de la mobilisation de la base que nous sommes. Nous sommes tous des gens qui devons être exigeants. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous dire qu'il est nécessaire que toutes les organisations que je vois un peu partout, y compris la nôtre, essayer de faire progresser l'idée de la prédominance des libertés, des droits humains et en fait de la charte fondamentale qu'il faudra rénover, vous avez raison de l'avoir dit tout à l'heure, eh bien, il est nécessaire que ces organisations essayent de se fédérer, essayent de se regrouper. Je m'occupe beaucoup, parmi les choses que j'ai eu à faire au Parlement européen, de la répartition de la richesse dont je vous ai parlé, qui s'appelle la directive droit d'auteur. Elle comporte deux parties. Faire payer à leur juste rémunération les créateurs artistiques, faire payer à leur juste rémunération les fabricants de contenu journalistique. Et j'étais très frappé de la dispersion des différents bénéficiaires de cette affaire, qui fait qu'on a eu beaucoup plus de mal et que nous sommes allés moins loin que nous n'aurions pu le faire si ces gens-là avaient une attitude de citoyen, c'est-à-dire se mobiliser en constance pour l'intérêt de la société. C'est pas par hasard que je cite ces deux choses, parce que le numérique qui attaque la culture s'en nourrit et la détruit, malgré lui. Parce que si on ne paye pas les gens qui travaillent et créent, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de culture. Il y aura une standardisation de la pensée ou des plaisirs, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les idées. Et je dis la même chose pour les contenus journalistiques. Chez Google, chez Amazon, à part l'acquisition personnelle de Jeff Bezos qui a acheté le Washington Post, chez Facebook, bref, chez tous ces grands monopoles qu'il faut casser, réduire. Il n'y a pas un seul journaliste. Et quand je suis malade, je ne vais pas me faire soigner chez un garagiste. Quand je veux de l'information, je ne fais pas confiance à un tuyau d'eau chaude et d'électricité qui s'appelle le numérique. C'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse. Le tuyau n'a aucun intérêt. C'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans diffuse des informations, des contre-informations, des fake news, du complotisme et tout ce qu'on veut, sans que ceci soit passé par les mains d'un seul journaliste que ces gens-là n'ont même pas jugé nécessaire d'intégrer. C'est d'une certaine gravité, ça, parce que c'est une grande complicité à la destruction de la société, que ce soit voulu ou non. Je ne dis pas qu'ils le veuillent, encore que parfois pour un ou deux d'entre eux, je n'oublie pas que ce sont des gens qui se sont inspirés des philosophies californiennes de la fin des années 60. Je ne l'oublie pas, il ne faut pas l'oublier. Je vous ai parlé de ces deux piliers de la démocratie parce que si au total nous n'arrivons pas à garder le numérique dans son rôle d'instrument et à défendre ce qui nourrit nos démocraties, c'est-à-dire au fond la culture et d'autre part l'information, la culture ayant construit nos systèmes politiques, on a les systèmes politiques de notre héritage historique et culturel, et l'information devant être recherchée, la contradiction nécessaire, et propagé avec une grande sécurité par des gens dont c'est le métier, qu'on appelle les entreprises de presse ou des journalistes. Si ces deux choses-là sont réduites ou attaquées, il faut quand même, faut pas tourner autour du pot. C'est la démocratie qui va être ébranlée. Et quand je dis ébranlée, ça veut dire qu'elle peut tomber. Regardez aujourd'hui en Chine, c'est tout à fait frappant. Comment a-t-on pu autoriser, alors naturellement c'est par la force, l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale à fabriquer des petites pastilles que vous avez sur les feux rouges des piétons. Vous savez, quand vous traversez la rue, vous avez, comme partout à travers le monde, un feu rouge. À Pékin, un peu à Shanghai aussi d'ailleurs, pas mal à Shenzhen et pour cause, vous avez une vignette rectangulaire debout sur laquelle il y a une note. Et la note, c'est votre note de citoyen. Ça peut être parce que vous avez mal voté
et qu'on vous a dénoncé. Ça peut être parce que vous n'avez pas payé ce que vous deviez payer. Ça peut être parce que vous avez marché en dehors des clous. Je ne vous décris pas une fiction, mesdames, messieurs. Je vous décris ce que tout le monde voit en Chine actuellement. Et vous voyez bien que ça, c'est une limite tout à fait insupportable. Un des domaines qui nous a beaucoup alertés, et je crois que vous avez été plusieurs à le souligner, notamment Anaïs tout à l'heure, c'est les données de santé. Aussi longtemps que les données de santé resteront dans une sphère dont l'anonymat est garanti, dont la traçabilité ne peut concerner que des scientifiques sur des palettes sur des plateformes de recherche pour un travail de recherche, passe encore. Mais je suis tout à fait formel. Je ne vois aucune raison pour accepter que ces données de santé passent chez les assureurs. Vous allez naître et avoir au bout de 2 ans un cancer du lobe de l'oreille, je dis n'importe quoi. Il va rester dans votre dossier. 20 ans ou 30 ans plus tard, vous allez prendre une assurance vie. On va vous dire non, c'est pas possible, madame. Non, vous avez une. Ou bien c'est très cher parce que vous êtes déjà un sujet à risque. Et d'ailleurs, on vous a vu avec un verre de vin. Et d'ailleurs, vous voyez bien que tout ça est en train de se mettre en place. Je ne décris pas des fictions. Il y a une demi-douzaine de mois, j'ai dîné en France avec le fils de George Orwell, 1984, le roman. Vous voyez de qui je parle? Merci. Parce que parfois, je me demande si je m'égare, hein, donc je prends toujours mes contacteurs pour être sûr. Et il m'a dit, vous savez, mon père était un naïf par rapport à ce qui est existant maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai relu du coup 1984, il a l'idée, lui, d'un contrôle des comportements et de la société, mais il ne pouvait pas imaginer les outils que nous avons inventés. Alors, pour en terminer, je voudrais vous dire ceci. J'appelle les organisations, associations, qui travaillent dans ce sens qui est vraiment respectable et totalement nécessaire, à s'unir entre elles, en conservant leur liberté bien sûr, mais nous devons tous nous unir, beaucoup plus que nous ne sommes maintenant. Parce que sinon, nous n'existerons pas vraiment, nous n'aboutirons pas vraiment. Deuxièmement, à bien essayer de réunir pour avancer notre pensée et nos actions, 3 types de populations. Les gens de la technologie, parce que sans eux, naturellement, le mouvement de bas en haut ne montera pas. Et on ne veut pas être des ministères de la parole ou de l'évangile, on voudrait être des organisations qui font avancer des principes de droit et qui nous protègent. Il nous faut deuxièmement des juristes, mais là je crois que l'abondance y est déjà et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Des juristes qui réfléchissent non seulement en termes de leur science juridique, mais aussi en termes de, je dirais, à la fois de Tocqueville et de Platon. Tout ça ne sont que des cerveaux au service de la liberté et de la pensée humaine, accessoirement de la santé, de l'économie et tout ce qu'on veut, mais d'abord ceci. Et troisièmement, il nous faut des gens de la société qu'on appelle civile et que je dirais des gens dont le métier, dont l'éminence, dont la réputation est de savoir détecter ce qui se passe dans la société, de savoir penser l'étape d'après. On appelle ça des penseurs. Ces 3 types de populations sont nécessaires pour nous permettre d'avancer et deuxièmement d'avancer tous ensemble. Enfin, dernièrement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ceci n'aboutira pas vraiment s'il n'y a pas un vrai mouvement de société et d'abord des gens qui, comme vous sans doute, allaient travailler dans ces domaines et qui devaient militer dans l'une ou l'autre de ces associations. Bon, naturellement, je ne pourrais pas m'empêcher de faire la publicité des associations présentes dans la salle, celle de M. Philippe Cohen, la nôtre, qui s'appelle IDF Rights, mais il y en a plein d'autres intéressantes. Il faut vous souvenir de cette idée, on ne gagne que les batailles que l'on mène. On ne perd que les batailles que l'on n'engage pas, a dit le penseur. Et à un moment où la société est en train de basculer, personne ne pourrait dire vers quoi elle bascule. Il est plus important que jamais que ce que vous êtes, ce que vous représentez, d'où vous venez. Cette partie, ce petit gène de l'histoire des humains qui se sont redressés il y a quelques millions d'années, comme le décrit très bien d'ailleurs le professeur Harari, et qui ont conquis progressivement à coups de mort, à coups de maladies, de pandémies terribles, c'est pas la première que nous vivons, l'histoire en est peuplée, et qui ont conquis le droit d'exister debout, le droit de penser librement et le droit de se regrouper ensemble vers un même destin. C'est ça, moi, que j'attends de vous. Je vous remercie.